Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'optique consacrée à la notion de train d'onde. Alors, depuis qu'on a commencé le cours sur le modèle scalaire de la lumière, les ondes émises par les sources lumineuses, on a toujours considéré que c'était des ondes planes progressives monochromatiques, des OPPM. Et bien en fait, on va s'apercevoir que ce modèle subit quelques limitations et va poser problème quand on va chercher à décrire avec précision le phénomène d'interférence et que pour le remplacer, il va falloir introduire la notion de train d'onde, le modèle du train d'onde, qui va nous permettre d'introduire notamment les notions de longueur de cohérence et de temps de cohérence qu'on va définir dans ce cours. Donc le but de ce cours, c'est d'expliquer, la limite du modèle de l'OPPM, 2, d'introduire la notion de train d'onde, et dans un troisième temps, on s'intéressera aux conséquences sur le spectre des sources qui émettent des trains d'onde, sur le fait qu'elles émettent des trains d'onde plutôt que des OPPM. Donc voilà un petit peu le plan de ce cours, on y va. Alors jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à ce qu'on a appelé des OPPM, des ondes planes progressives monochromatiques. Donc c'était par exemple des grandeurs vibrantes, donc qu'on notait S, qui pouvaient être définies en un point M et en fonction du temps, et qui étaient de la forme A, cosinus. Alors si on s'intéressait par exemple à une onde se propageant dans le sens des x croissants, eh bien nous l'écrivions sous la forme A cosinus oméga t moins kx plus phi. C'est le modèle de l'onde plane progressive monochromatique. Et on était capable, par exemple, si on prenait un autre point euh, euh, sur le chemin de l'onde, de trouver le déphasage entre l'onde quand elle est en n et l'onde quand elle est en m. Alors, si on appelle phi m la phase de l'onde en n, alors je rappelle que la phase, finalement, c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur du cosinus. Eh bien, la phase de l'onde en n, c'était la phase de l'onde en m, moins le vecteur d'onde dans le vide K0 fois le chemin optique Mn. Ça, c'est un résultat du cours qui nous permet de relier la phase de l'onde à différents endroits lors de la propagation de l'onde. Et donc, bien entendu, la différence de phase entre M et N était proportionnelle à la distance Mn. On rappelle aussi que le chemin optique Mn, c'était l'indice du milieu fois la distance Mn. Donc ça, c'est ce que nous permettait de faire l'OPPM. Toutefois, le modèle de l'OPPM souffre de quelques limites. Par exemple, S, euh, S de MT pour une OPPM est défini pour tout T allant de moins l'infini à plus l'infini et pour tout X allant de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que quand nous travaillons avec une onde plane progressive harmonique de cette forme-là, eh bien, elle existe quel que soit t et quel que soit x. Autrement dit, c'est une onde qui existe depuis la nuit des temps, qui existera toujours et qui est définie en tout point de l'espace. Et là, vous voyez que c'est quelque chose qui est un petit peu irréaliste puisque eh bien, tout signal physique a un début et une fin et est localisé dans l'espace. C'est-à-dire que ce modèle de l'OPPM, il est pratique, mais dans un certain nombre de cas, on va s'apercevoir qu'il n'est pas assez réaliste et qu'il ne va pas permettre de rendre compte de certaines observations. Et notamment quand on va faire des interférences, on va avoir des problèmes de ce qu'on va appeler la cohérence qui ne peuvent pas être compris si on travaille uniquement avec des OPPM. Et donc maintenant, il va falloir s'intéresser à un modèle d'ondes qui ont un début et une fin, et c'est le modèle des trains d'ondes qu'on va essayer de présenter tout de suite. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que plutôt que d'émettre des ondes planes progressives monochromatiques, chaque source lumineuse émet plutôt des trains d'ondes qui peuvent être vus comme des successions d'ondes monochromatiques. Donc là, par exemple, on en voit une ici, on en voit une ici, on en voit une ici, mais qui ont une certaine longueur. Alors là, on est sur une représentation spatiale. Donc là, vous avez la longueur d'un train d'onde qu'on va noter LC. Ou si maintenant on se place dans un point M ici et qu'on regarde au cours du temps l'onde passer au niveau du point M, et bien vous allez voir une succession de trains d'onde de durée tau c. Alors tau c, c'est ce qu'on va appeler le temps de cohérence, la durée que met un train d'onde à passer à travers un point. Donc tau c, c'est le temps de cohérence. Et LC, qui est la longueur d'un train d'onde, on appelle ça la longueur de cohérence.
Et ça, on va voir que ça va avoir un rôle extrêmement important lorsqu'on fera des études d'interférence d'ondes lumineuses. Alors, un premier point extrêmement important, c'est que vous voyez ici, M et N n'appartiennent plus au même train d'onde, n'appartiennent pas au même train d'onde. Et donc, il y a un truc qui se passe, c'est que lorsqu'on change de train d'onde, vous voyez, ici, 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 on a des changements de train d'onde, et bien on a des sauts aléatoires de phase. Vous voyez, quand on passe de là à là, il y a une discontinuité de la phase du train d'onde, et cette discontinuité est aléatoire. Donc on peut le voir soit sur la représentation ici spatiale, ou ici sur la représentation temporelle. On a des discontinuités de l'onde aléatoires, et ce qui fait que pour établir le déphasage entre M et N, on ne peut plus faire comme si on avait une onde plane progressive harmonique entre M et N. On a un certain nombre de sauts aléatoires de phase qui se produisent, et donc on est alors dans l'incapacité de déterminer le déphasage entre M et N. Donc M et N n'appartiennent pas au même train d'onde. Il y a donc des discontinuités de phase lors de chaque changement de train d'onde, rendant impossible la détermination du déphasage entre M et N. Et je m'amène des discontinuités de phase aléatoires. Et donc, pour pouvoir calculer la différence de phase entre deux points, par exemple N et N', il faudrait que N et N' appartiennent au même train d'onde. Et c'est ce que je peux représenter ici. Vous avez N et N', la distance N' qui est plus petite que la longueur de cohérence. Ils sont donc la plupart du temps sur le même train d'onde. Et donc là, on va pouvoir déterminer leur déphasage. Nous allons pouvoir dire qu'il est possible de déterminer le déphasage lors de la propagation entre deux points M et N d'une onde si M et N sont sur le même train d'onde, c'est-à-dire si la distance entre ces deux points est inférieure à la longueur de cohérence. Dans ce cas-là, on dira que les ondes en M et N sont cohérentes. Et ça, ce sera possible si la distance Mn est plus petite que la longueur de cohérence, ou si on prend comme référence le point d'émission, la source S, c'est-à-dire dire que la distance, alors si on va se situer ici dans le vide, donc on peut assimiler la longueur au chemin optique, la distance Mn, qui était la même chose que de dire le chemin optique Sn moins le chemin optique Sm, et bien si cette différence de chemin optique Sn moins Sm est plus petite que la longueur de cohérence, c'est-à-dire de la longueur d'un train d'onde, alors on pourra dire que les ondes en M et en N sont cohérentes, et on va pouvoir calculer le déphasage de l'onde entre M et N lors de la propagation. Ça, c'est équivalent à dire que le temps que met l'onde à aller de M à N est inférieur au temps de cohérence. Donc, voici la condition pour pouvoir considérer que deux points atteints par une onde sont en vibration cohérente. Alors, la longueur de cohérence, donc la longueur d'un train d'onde, c'est quelque chose de fondamental quand on va vouloir faire des interférences, et il est important d'en avoir quelques ordres de grandeur. Et donc, on a ici les ordres de grandeur de trois grandes familles de sources. Donc, d'un côté, des lasers. Si on prend ici des lasers, ici des lampes spectrales, et ici la lumière du soleil. Alors pour les lasers, vous voyez, on a des longueurs de cohérence qui peuvent aller de la centaine de mètres, voire à quelques mètres. Enfin, pardon, de dixièmes de mètre à la centaine de mètres. Donc, dans ceux qu'on utilise en TP, on aura plutôt du dixième de mètre vers le mètre. Les lampes spectrales, donc par exemple des lampes au mercure ou des lampes au sodium qu'on va utiliser
modélisées en TP auront des longueurs de cohérence de quelques millimètres, et la lumière blanche naturelle, qui provient du soleil par exemple, a une longueur de cohérence de l'ordre du micromètre. Et on verra que ça a des conséquences majeures en TP, et notamment le fait qu'il est beaucoup plus facile de faire des interférences avec des lasers qu'avec de la lumière provenant du soleil. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, notamment lors des démarches expérimentales. Revenons maintenant sur le modèle du train d'onde et voyons la conséquence du modèle du train d'onde sur le spectre des signaux qu'on considère. Alors, revenons dans le cas d'une onde progressive plane monochromatique, OPPM. Vous vous souvenez, c'était une onde qui était définie pour tout x allant de moins l'infini à plus l'infini et pour tout t allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici, je vais représenter par exemple la représentation temporelle de l'onde. Donc ici, une onde dans un certain point m en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps. Donc hop, je la représente comme ça. On nous demande de déterminer son spectre. Alors, vous comprenez bien que finalement, une OPPH, c'est un cas particulier de train d'onde qui a un temps de cohérence qui tend vers l'infini. C'est-à-dire c'est un train d'onde qui dure un temps infini et donc qui a une longueur aussi de cohérence qui tend vers l'infini. Donc le PPH, ça peut être vu comme un cas asymptotique de train d'onde. Eh bien, quel est le spectre de ce signal? Et bien sûr, ce signal, on peut relever ici une certaine période que je vais appeler T0. Et donc, comme on a une sinusoïde pure, son spectre, le spectre de l'OPPH en amplitude, eh bien, ça va être une unique raie, hop, à la fréquence F0 égale 1 sur T0. Voici, sans surprise en quelque sorte, le spectre d'une onde plane progressive monochromatique. Et donc maintenant, on va se poser la question de quel est le spectre d'un train d'onde. Alors pour faire cela, on va faire une petite étude en simulation numérique. Alors, on va s'intéresser pour un premier temps à une OPPH, une OPPM, OPPH, OPPM c'est pareil, de fréquence 10 kHz. Donc je note ω égale 2πf, je définis un ensemble de valeurs de temps qui va de 0 à 100 millisecondes avec 10 000 points. Et je définis donc l'onde plane progressive monochromatique comme étant cosinus ωt. Je ne mets pas ici de phase à l'origine et je ne mets pas d'amplitude. Ça, c'est ce qu'on reçoit au niveau d'un point M au cours du temps. Je prends un cas particulier. De phase à l'origine nulle et d'amplitude qui vaut 1, mais ça ne perd pas de caractère de généralité. Et donc, dans un premier temps, je vais tracer ici l'onde en fonction du temps, ça sera la première figure. Et la deuxième figure va être le tracé du spectre. Et pour faire ça, j'utilise la bibliothèque numpy.fft. Ici, avec frec va me donner l'ensemble des fréquences présentes dans le spectre. Et spectre va me donner l'ordonnée, les amplitudes en fait du spectre. Et donc quand on fait le tracé, voici ce qu'on obtient. Donc on a cette représentation ici temporelle en haut et spectrale en bas, donc je les agrandis un petit peu. Donc bien entendu, je n'ai pas une vraie OPPM, ça veut dire que je n'ai pas quelque chose qui a une extension temporelle infinie. Je démarre à 0 secondes et je finis à 100 millisecondes, mais malgré tout, en fait, on va s'apercevoir si je zoome, je vais zoomer ici pour mieux comprendre. En fait, j'ai un très très grand nombre de périodes de mon onde, ce qui fait que je peux considérer que je suis quasiment avec une OPPM, en tout cas une onde qui a un très grand temps de cohérence et une très grande longueur de cohérence. Et quand je regarde son spectre, eh bien j'ai bien une unique raie à 10 kHz, ce qui correspond bien à ce à quoi je m'attendais, et ce que j'ai décrit précédemment. Une OPPM a une raie unique dans son spectre. Regardons maintenant ce qui se passe si on s'intéresse à un train d'onde. Alors pour définir le train d'onde, donc STO pour le signal du train d'onde, je vais recopier l'OPPH si je suis à des instants compris entre 16 millisecondes et 20 millisecondes, et sinon je recopierai 0. Et de la même manière, je vais le tracer, on va regarder son spectre. Donc le tracé, il est ici. Alors vous voyez, on a bien un train d'onde, c'est-à-dire que, de même agrandissons la fenêtre et zoomons. Si je zoome ici, j'ai bien une absence de signal, et puis d'un seul coup, la sinusoïde qui apparaît et à nouveau une absence de signal. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le spectre est toujours centré sur la fréquence principale de 10 kHz, qui est la fréquence de la sinusoïde de départ, mais on voit qu'il s'est élargi de part et d'autre, qu'il y a une certaine extension spectrale qui est apparue. Au lieu d'avoir une unique raie, on a bien comme si la raie s'était élargie. Et on va voir qu'elle s'élargit d'autant plus que je vais prendre un train d'onde court. C'est-à-dire qu'imaginons maintenant que je prenne non plus un train d'onde entre 16 millisecondes et 20 millisecondes, mais entre 17 et 19 millisecondes. Je recompile. Et bien je m'aperçois ici que j'ai un train d'onde plus court, mais mon pic s'est davantage encore élargi.
Autrement dit, j'ai un élargissement du spectre, l'apparition de nouvelles raies, qui élargit le spectre qui n'est plus infiniment fin, d'autant plus grand que mon train d'onde est court. Et donc ça, c'est ce qu'on va noter dans la suite du cours et qu'on va essayer de retenir. Donc, on peut montrer mathématiquement que la réduction du temps d'émission du train d'onde se traduit mathématiquement par un élargissement de la raie spectrale de l'onde. C'est-à-dire que là, on retrouve le cas ici de l'OPPM. Et si maintenant on est sur le train d'onde, eh bien, ce que nous avons vu, c'est que SM de t, j'allais le dessiner comme quelque chose qui était nul, puis non nul pendant une certaine durée qu'on appelle la durée du train d'onde, le temps de cohérence, et là j'ai toujours la période t0. Et bien ce que nous avons vu, c'est qu'au niveau du spectre, on retrouve bien entendu une raie à f0, puisque la fréquence f0 est toujours représentée dans le train d'onde. On la voit ici, on voit ici qu'il y a une fréquence f0 dans notre signal, mais ce n'est plus la seule. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt un spectre qui est un ensemble de raies, alors on dessine des fois que son enveloppe ou comme ça, centré, donc je vais dessiner uniquement l'enveloppe, pardon, je vais dessiner uniquement l'enveloppe comme ça, donc c'est toujours centré sur f0 égale 1 sur t0, mais ça possède désormais une extension spectrale que je peux noter delta f, qui est d'autant plus grande que le temps de cohérence est petit. Et alors on va admettre une relation qui provient de l'analyse mathématique de ce genre de système, c'est que l'élargissement spectral fois le temps de cohérence est en ordre de grandeur de l'ordre de 1. Et on voit bien que plus le temps de cohérence diminue, c'est ça surtout qu'il faut retenir, plus l'élargissement en fréquence du spectre est grand. Donc voilà à quoi ressemble le spectre d'un train d'onde. Et comme on a un spectre finalement élargi en fréquence, on peut aussi montrer qu'on a un spectre élargi en longueur d'onde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on avait une OPPM, eh bien, elle aurait une unique longueur d'onde lambda 0. Donc on peut dessiner le spectre en longueur d'onde, qui vaudrait lambda 0 égale C sur F0. Eh bien, un train d'onde, de la même manière qu'il y avait un élargissement en fréquence, il va y avoir un élargissement en longueur d'onde autour de lambda 0 avec une certaine valeur delta lambda. Ça, c'est juste la conséquence du fait que quand on regardait le spectre en fréquence, il y avait l'élargissement, ce qu'on vient de voir. Donc là, on avait F0, et là, on a autour de F0 une extension delta F. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'exprimer la valeur de delta lambda, parce qu'elle est une expression remarquable. Alors, delta lambda, si on regarde ici, c'est lambda max moins lambda min, donc écrivons-le. Delta lambda, c'est lambda max moins lambda min. Or, lambda, c'est C sur F. Donc, le lambda max, il est obtenu quand on va considérer ici le F min et qu'on va faire C sur F min. Et le lambda minimum ici va être obtenu quand on va considérer ici la fréquence maximale du spectre et qu'on va faire lambda C sur F max. Et bien, ça va donner la longueur minimale apparaissant dans le spectre en longueur d'onde. Et donc, C sur F min moins C sur F max, on va factoriser. Ça va faire C, non, on va mettre au même dénominateur, pardon, fois F max moins F min sur F min F max. Alors, F max moins F min, c'est directement delta lambda. Delta F, pardon, delta F. Et ça, eh bien, F min fois F max, c'est environ égal à F0 carré, si on peut supposer que delta F est quand même faible devant F0. C'est-à-dire que si cet élargissement reste faible devant F0, F min fois F max, c'est environ F0 carré, de telle sorte que delta lambda, ce soit C delta F sur F0 carré. Or, remarquons des choses, ça c'est aussi, ça m'intéresserait de l'écrire comme C carré sur F0 carré fois delta F sur C.
Pourquoi faire ça? Bah, parce que C carré sur F0 carré, ça me fait apparaître lambda 0 carré, la longueur d'onde centrale de mon spectre. Et de plus, delta F, nous avons vu que c'était de l'ordre de grandeur de 1 sur tau C, où tau C est le temps de cohérence, c'est ce qu'on a écrit juste au-dessus. Ce qui fait qu'il nous reste que ceci est égal à lambda 0 carré sur C fois tau C. Mais qu'est-ce que c'est que C fois tau C? C, c'est la vitesse de votre train d'onde. Tau C, c'est la durée d'un train d'onde. Et bien si on multiplie la durée d'un train d'onde par la vitesse à laquelle il va, on va finalement obtenir sa longueur, la longueur du train d'onde. Donc C fois tau C, c'est la longueur de cohérence, la longueur du train d'onde. Autrement dit, et là c'est un résultat intéressant, l'extension en longueur d'onde, c'est la longueur d'onde centrale de votre train d'onde sur la longueur de cohérence. Et on retrouve quelque chose de très intéressant. Donc déjà, on voit directement que c'est homogène, puisqu'on a ici une longueur qui est égale à une longueur au carré sur une longueur. Et on voit un cas particulier remarquable, c'est l'OPPM, où on voit que la longueur de cohérence d'une OPPM tend vers l'infini, ce qui est associé à une extension du spectre en longueur d'onde qui est nulle. C'est logique, puisque pour une OPPM, on avait vu qu'il n'y avait que la longueur d'onde lambda 0. Il y avait une extension en longueur d'onde nulle dans le spectre, donc on retrouve bien quelque chose de cohérent. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la notion de train d'onde et le spectre d'un train d'onde. Et ces choses-là seront vraiment essentielles quand on fera le cours sur les interférences, et on aura donc l'occasion d'y revenir.